Barakallahu fik, Dr. Raïssa. Moi, j'avais préparé mon intervention écrite en français. Je vais la lire simplement avec quelques commentaires de temps en temps. Elle est assez longue et je vais aller vite. Il s'agit de parler du mouvement de soutien à Paris. Micro. Je vais parler du mouvement de soutien à Paris aux camarades à Tunis lors des événements de février 1972. Et il y a eu des choses très importantes. J'espère que vous aurez le temps de tout vous livrer. Donc, je vais commencer par rappeler un peu la situation à Tunis et les jalons de lutte à Tunis. Le mouvement étudiant de lutte pour un syndicat étudiant représentatif, libre et démocratique, déclenché à Tunis à la rentrée universitaire 1972, a été suivi et soutenu dès le départ par des étudiants et travailleurs universitaires tunisiens à Paris et dans plusieurs villes de France. Les objectifs fondamentaux du mouvement dépassaient, ça c'est une appréciation et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure mon camarade, les objectifs fondamentaux du mouvement dépassaient l'invalidation des motions et des résultats des élections des organes dirigeants de l'UGET, commission administrative et bureau exécutif, issus du 18e congrès de Corba, août 71, et la tenue d'un congrès extraordinaire. Il s'agit de la continuation des luttes des divers courants de l'opposition démocratique de gauche contre la mainmise du parti d'historien sur la vie politique et syndicale en Tunisie après l'indépendance. Depuis le début des années 60, les étudiants en France et en Tunisie ont mené des actions revendicatives et des luttes contre des orientations politiques et syndicales du nouveau régime, revendications parfois violentes engendrant des répressions policières, des procès politiques et des atteintes flagrantes aux libertés publiques et individuelles. Mouvement de 64, 66, 68, 72 et le suivant. Ces différents mouvements étudiants, tant à Tunis qu'en France, visaient en fait la transformation démocratique des orientations politiques et syndicales du régime personnel de Bourguiba, que voulait Bourguiba imposer à la jeune République. Le mot d'ordre tous unis contre la direction fantoche de l'UGET pour des représentants librement élus dans une société libre et démocratique n'était en fait que, je dirais, que l'arbre qui cache la forêt. La dimension du mouvement de février 1972 et ses ramifications à Paris, essentiellement, le niveau des arrestations, la violence des répressions exercées par la police et par les sbires du parti d'historien, les arrestations à tout vent, la tenue de nouveaux procès politiques, la réouverture des anciens procès montrent bien que le pouvoir d'historien avait bien compris l'enjeu et le risque que court la nature de son pouvoir. Depuis le 22 octobre 1971, date de l'arrestation par la DST de 7 étudiants de l'école supérieure de droit, il est confronté au harcèlement politique continu, exercé dans la quasi-totalité des facultés. Cycle contenu d'assemblée générale, de manifestations de rue, de pétitions et de grève des cours. C'était la date du déclenchement des luttes. Ce premier round s'est poursuivi jusqu'à la désignation des 5 membres du Congrès, commission représentative, des facultés, 4 membres pour chacune des commissions et pour chaque faculté, et la fixation de la date de l'ouverture des travaux du Congrès extraordinaire de l'UGET. À la première heure du jour et du premier jour, la police et les milices du parti d'historiens ont envoyé la salle, réprimé avec violence les congressistes et aussi procédé à l'arrestation des dirigeants supervisant l'organisation du Congrès. Le déroulement du Congrès fut ainsi sauvagement interrompu. Le lendemain, la police a procédé à de nouvelles arrestations massives parmi les étudiants. Plus de 100 étudiants furent arrêtés. La police française. Avec cet événement, un second round du mouvement débuta avec la montée en puissance de la radicalisation du mouvement qui était suivie par celle de la répression. Donc, la résistance
et le mouvement s'est radicalisé, et ça a généré la montée de la répression. Cette nouvelle phase, qui a eu un effet direct sur les camarades militants à Paris et dans d'autres villes universitaires d'Europe, fut inaugurée par l'organisation à la place Pasteur d'une grande manifestation de nos camarades à Tunis. La police avait procédé encore à des arrestations, ce qui n'avait pas empêché les étudiants à manifester dans différentes avenues et rues de la ville, pourtant quadrillées par des policiers de la brigade de l'ordre public BOP. Devant l'engagement et la combativité des étudiants, le Premier ministre Hadi Nouira, en concertation avec Bourguiba, décida la fermeture de l'université pour le restant de l'année. Pendant toute cette période, du 22 octobre 1971 au 9 février 1972 et au-delà, les étudiants tunisiens à Paris, syndicalistes, progressistes et démocrates opposants au pouvoir en place à Tunis, échangeaient quotidiennement avec les militants à Tunis des informations sur l'évolution de la situation et sur les travaux préparatoires pour la tenue du congrès extraordinaire. Dans plusieurs sites de rassemblement sont organisées quotidiennement des activités de soutien, assemblées générales, meetings, ateliers de réflexion, distribution de tracts, édition du bulletin d'information et d'affiches de soutien. Parmi ces sites, nous pouvons citer des universités de Vincennes, de Jussieu, d'Orsay, le centre universitaire de Sancier et l'université d'Orsay, auxquels on ajouterait les restaurants universitaires largement fréquentés par les étudiants tunisiens, notamment les restaurants de la Cité internationale au 19 boulevard Jourdan et le restaurant de l'AENA, l'association des étudiants musulmans nord-africains, au 115 boulevard Saint-Michel. Ont adhéré au mouvement de soutien des militants de toutes les sensibilités progressistes d'opposition. Militants du groupe d'action d'études et d'action socialiste Perspective, GEST, militants du Parti communiste, PCT, militants du groupe trotskiste, militants du mouvement des nationalistes arabes nassériens, militants du Parti Bah, mouvement dissident d'Union d'Estour. On peut citer le courant libéral-démocrate de l'ancien ministre Ahmed Mestiri et les militants du courant social national de l'ancien secrétaire général de l'UGTT et ancien ministre Ahmed Salah. Ces diverses sensibilités politiques et syndicales, toutes unies dans le soutien du mouvement étudiant, visaient, comme nous l'avons signalé, la démocratisation de la vie politique et sociale dans le cadre d'un régime pluraliste, démocratique et respectueux des droits de l'homme et rompant avec le pouvoir personnel et fermé imposé par Bourguiba après l'indépendance. Les universitaires et les travailleurs tunisiens, aussi bien à Tunis qu'à l'étranger, notamment à Paris, et dans certaines capitales du Proche et Moyen-Orient arabe, ont toujours exploité des plateformes de débat et de lutte pour la réalisation des objectifs de libéralisation et de démocratisation de la vie politique et syndicale. Dans un premier temps, les militants à Paris, grâce à leur engagement et à la continuité de leur mouvement de soutien, ont réussi à remporter une victoire sans précédent sur le régime bourguibien et sur son parti, le PSD. Cette victoire consistait en l'occupation, ou plutôt la libéralisation de la maison de Tunisie à l'Institut universitaire international de Paris. Et ce, un certain 22 février 1972. L'occupation de la maison de Tunisie à Paris est un acte singulier, d'une portée majeure, qui allait booster le mouvement et l'inscrire dans la durée. C'était un coup dur, sans précédent, pour les ennemis de la liberté, combattus et dénoncés par le mouvement étudiant à Tunis et ailleurs. La maison de Tunisie, 6 à l'Institut universitaire international, au 14e arrondissement, à 4 stations de métro du quartier latin et des grands centres universitaires de pouvoir, était de tout temps le fief des étudiants d'historiens et du pouvoir. Elle a été toujours contrôlée par l'ambassade de Tunisie et où les résidents sont triés au peigne fin. Elle tombait pour le bonheur des militants pour les libertés
et la démocratie entre les mains des étudiants de l'opposition. Elle était de tout temps le lieu de rencontre des responsables gouvernementaux et d'historiens avec les étudiants. Toute appartenance politique et idéologique confondue. Des débats contradictoires avec la communauté des étudiants et des cadres obligés, des hôtes conférenciers et propagandistes de prolonger les questions-réponses parfois jusqu'à l'aube. C'est imaginer l'effet de la tombée de cette citadelle entre les mains de l'opposition tunisienne dans la métropole des libertés et de la démocratie. La Maison de Tunisie à Paris est passée du statut de station de diffusion de propagande politique en direction d'une élite souvent critique qui aura la charge de la maîtrise d'ouvrage de la politique de Bourguiba au statut d'une station de diffusion des cultures de liberté, de droits de l'homme et du socialisme prônée par l'opposition de gauche tunisienne. Ceci s'était arrivé la nuit du vendredi 23 février. Et par ironie du sort, suite à un appel aux étudiants émis par des membres fantoches de la commission administrative issus du congrès de Corba. Cette conquête nécessitait un renforcement de l'organisation du mouvement étudiant à l'étranger pour exploiter au mieux les possibilités devenues disponibles à la Maison de Tunisie. À la foulée de la libération du site, le CALUGET, structure créée à Vincennes et coordonnant les actions de soutien sur les différents campus, avait renforcé ces structures et organisé ses activités d'une façon efficiente en coordination avec le nouveau comité des résidents. Nous y reviendrons sur ce point-là. Les péripéties de l'occupation de la Maison de Tunisie. Comme nous l'avions signalé, ce sont des membres de la commission administrative fantoche de l'UGET, issus du congrès de Corba, représentant l'Institut tunisiens en France, voulant dénoncer des agitateurs non patriotes et pêcheurs dans les eaux troubles à Tunis, avaient appelé les étudiants à une réunion d'information dans la grande salle de conférence de la Maison de Tunisie pour information et expression du soutien des étudiants de France au gouvernement dans son entreprise de répression policière et judiciaire, entreprise depuis octobre 1971 contre les étudiants. L'Assemblée a démarré le jour et à l'heure prévue. La forte mobilisation observée a été l'œuvre des étudiants de l'opposition dont le mouvement de soutien à leurs camarades à Tunis était en action depuis la rentrée universitaire. Ces militants démocrates de gauche avaient décidé ce soir d'en découdre avec cette représentation fantoche de la commission administrative de l'UGET, issue du congrès falsifié et détournée de ses objectifs tenus à Corba en août 1971. L'Assemblée avait, dès l'ouverture, complètement changé de cap et avait viré d'une assemblée de dénonciation du mouvement des étudiants à Tunis, luttant pour un syndicat libre, indépendant du pouvoir, avec des structures élues démocratiquement, en une assemblée de dénonciation de ceux qui ont appelé à cette manifestation pour blanchir la répression exercée par la police et par les milices du Parti des Syriens, pour justifier aussi les procès ouverts, nier les arrestations de masse à Tunis, les interrogatoires et les tortures pratiquées contre les étudiants par des agents de la DST et par la milice du Parti socialiste syrien PSD. Un bureau chargé de conduite de l'Assemblée avait été élu séance tenante et avait pris en main l'organisation et la direction des débats, lesquels étaient profonds et engagés. L'échange de données et d'informations concernant le développement de la situation, ainsi que l'analyse des tenants et des aboutissants des événements de Tunis, était développée largement par des présents. Une motion de protestation contre les agissements du pouvoir et de soutien au mouvement étudiant a été rédigée, discutée et largement approuvée. Le bureau de l'Assemblée a été chargé de transmettre par fax le soir même la motion aux camarades de Tunis et aux agences internationales de presse. Vers minuit, afin de consolider le mouvement de soutien, l'idée d'occupation de la Maison de Tunisie, comprendre la grande salle de conférence, a été proposée par des militants. Une motion dans ce sens a été approuvée par des présents. Le CALUGET a été chargé du suivi et de la gouvernance de cette occupation. Des membres du comité des résidents d'Estouria, présents dans la salle, ont vite informé le directeur de la résidence, qui était en réunion continue dans son bureau avec des responsables de la Fédération esturienne
de France et des diplomates tunisiens en poste à Paris, de l'intention d'occupation de la Maison Tunisie par des participants à l'Assemblée générale. Le directeur, séance tenante de la résidence, a informé immédiatement le délégué général de la Cité internationale de Paris de la situation et de la décision de l'occupation de la résidence par des étudiants non résidents réunis en Assemblée générale à la Grande Salle. Le délégué général a immédiatement pris des mesures pour faire évacuer la maison de ses occupants non résidents par des forces de police. Une vingtaine de cars de CRS sont arrivés sur les lieux. Une quarantaine de policiers armés, matraques à la main et casques sur les têtes, entrés dans la salle de réunion. Leur chef avait commencé par inviter les résidents de rejoindre immédiatement leur chambre et aux non-résidents de quitter la salle sous escorte policière pour se trouver embarqués dans les cars de CRS en stationnement au boulevard Jourdan. Ils étaient acheminés vers différents commissariats de l'arrondissement de Paris où ils ont passé la nuit, suivis des interrogateurs, signés des procès-verbaux et libérés au cours de la journée. Ayant assisté à l'embarquement humiliant de leurs compatriotes par les CRS et en signe de protestation contre l'entrée des policiers à la résidence, et ce, à la demande du délégué général, sur information du directeur de la maison, soutenu par le comité des résidents, c'est le directeur qui est soutenu par l'ancien comité des résidents, la majorité des résidents ont appelé à 4 h du matin à une assemblée générale extraordinaire du comité des résidents et ont décidé la destitution du comité des résidents d'Estourien et à l'élection d'un nouveau comité pour prendre en charge la gestion des activités syndicales, sociales et culturelles de la résidence. Ainsi, un nouveau comité des résidents a été élu. Il est composé des membres suivants: Monji Millet, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris et ancien étudiant en 3e cycle à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, Jussieu. Ancien directeur général du ministère des Finances, ancien président directeur général du Centre national de l'informatique, ancien président du Conseil de l'ordre des ingénieurs tunisiens et cerise sur le gâteau, décoré chevalier de la République par Ben Ali. Bon, enfin, ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Paris, diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées de Paris, ancien directeur général du ministère de l'équipement et ancien directeur des travaux de la ville de Tunis. Auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'histoire des mots, du brassage des civilisations et des sciences sociales, dont on peut citer Tribulation levantine, voix de raison et pistes de sagesse, et œuvre et vie d'Omar al-Khayyam. Ingénieur diplômé de l'École nationale de statistique et de l'administration économique, ENSAE de Paris. Ancien perspectiviste, condamné en septembre 68 à 6 mois de prison. Ensuite, il est devenu professeur d'université en économie et ancien conseiller du président Ben Ali. Auteur de plusieurs ouvrages traitant des sciences économiques, dont on peut citer les nouvelles règles du jeu économique en Tunisie. Mohamed Bongui, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de connexion de Paris, ancien directeur général de la station terrienne du satellite Arabsat, ancien directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ancien membre du conseil de l'instance nationale de régulation des téléconnexions, l'INT de Tunis. Depuis l'élection du nouveau comité, bon, on était 7 en fait de compte, le nouveau comité comprenait 7. Mais les 3 autres, on avait très vite découvert qu'ils sont des sous-marins. Et ils étaient chez nous, si vous voulez, pour nous rendre la vie difficile et pour nous bloquer dans nos activités et dans notre soutien à nos camarades. Bon, quand ils ont vu que quand même ils sont en face d'un front de 4 contre 3, ils ont préféré quitter les lieux. Alors, depuis l'élection du nouveau comité, la Maison Tunisie a inauguré une nouvelle ère
Elle est devenue la permanence et le lieu de réunion des meetings et des assemblées des étudiants et des travailleurs tunisiens. Ah, c'est vrai. Le CALUJET, restructuré, travaillait en étroite collaboration avec le comité des résidents nouveau pour atteindre des objectifs de soutien et de diffusion de la culture, de la démocratie, des libertés politiques et syndicales en Tunisie. Il s'est doté, le CALUJET, il s'est doté, grâce au soutien du nouveau comité des résidents, d'un local propre à la maison de Tunisie. Et ce, par l'aménagement du salon faisant office de salle d'attente à l'entrée de la résidence. Ce bureau devient un bureau d'information et de communication où sont exposées des publications, des affiches, des tracts, des journaux, des revues et divers programmes d'activités militantes, ainsi que des bulletins d'information et des documents provenant de Tunis. Où tu es directeur? Il était directeur de l'association. Des étudiants, des travailleurs, des enseignants et des cadres tunisiens progressistes de différentes sensibilités politiques et syndicales, ainsi que des représentants des organisations étrangères luttant pour les libertés et la démocratie dans leur pays, visitent quotidiennement le bureau et y tiennent des cercles de discussion et d'échange. Donc c'est un lieu qui est devenu international. La Maison de Tunisie s'est ouverte d'autre part aux organisations d'étudiants et de travailleurs du tiers-monde. On lutte contre des régimes dictatoriaux de leur pays et dont l'accès aux résidences de la cité universitaire de Paris leur fut difficile, voire irréalisable. Leurs réunions et meetings se tiennent souvent à la Maison de Tunisie. Parmi ces autres, on peut citer les étudiants communistes libanais, les étudiants palestiniens affiliés à la GOUPS et plusieurs organisations estudiantines d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, dont les opposants malgaches, les opposants afghans et les opposants du Chili. Une troupe engagée de théâtre avait monté à la Maison de Tunisie 2 pièces théâtrales, dont les comédiens sont des militants du cadre, UGET. Deux représentations ont eu lieu à la Maison de Tunisie. Le théâtre de la mer, théâtre engagé d'Alger, dirigé par Ket Biassi, a donné une représentation à la Maison de Tunisie de sa pièce phare Mohamed El Faristek. Alors, cette présentation a eu un grand succès. Plus de 500 spectateurs y avaient assisté. Et ce, grâce aux efforts de communication et d'information du comité des résidents qui a travaillé dans le milieu étudiant de l'Institut universitaire et du CALUJET qui a mobilisé sur les campus et dans le milieu ouvrier. Au sujet de ce Mohamed El Faristek, c'était vraiment un spectacle extraordinaire, avec un nouveau théâtre. Moi, je ne connais pas ce théâtre-là, je connais le théâtre classique. Alors, tous les Tunisiens, demain, à la Cité, sortaient une petite tirade qui a été dite par les comédiens. Arwah Tchouf, Pompidou Chabel Hanouf. Tout le monde disait ça. Et qui c'est Pompidou? C'était le président français en exercice en ce moment-là. Apprenez ça. Arwah Tchouf, Pompidou Chabel Hanouf. Bon. Un ciné-club a vu le jour à la Maison de Tunisie, avec le soutien de cinéphiles connus du CALUJET. Parmi les films projetés, les vendredis et samedis soirs, certains classiques du cinéma arabe, dont nous citons La momie de Cheikh Abdeslam, 1969, La terre de Youssef Chahine, 1969, et Gare centrale, Bab el Hadid, 1958, du même réalisateur Youssef. Des cours en langue arabe ont été organisés dans des locaux de la Maison de Tunisie pour les enfants des travailleurs immigrés tunisiens, avec le soutien du comité des résidents et grâce aux efforts du CALUJET et des organisations militantes dans le milieu ouvrier maghrébin. Cette présence continue du CALUJET à la Maison de Tunisie et ses activités soutenues ont permis la persévérance du soutien sans faille au mouvement déclenché à Tunis, hormis 2 provocations, parce que le pouvoir à cette époque-là
a fait... Il a baissé les chiffres. Il a fait une figure de... Bon, hormis deux provocations. Les étudiants démocrates progressistes ont bien exploité la situation pour un soutien et un militantisme continu contre la politique de répression et d'étouffement des libertés du régime. La première provocation était une descente de la police dans la résidence, le 8 mai 1972, pour chercher un prétendu clandestin qui habitait clandestinement. Bon. La deuxième, elle a été opérée le 10 juin 1972, avec comme motif la fouille de la salle de conférence occupée et du sous-sol, à la recherche d'une bombe qui a été soi-disant placée dans les lieux communs de résidence. Tout le monde avait compris à l'époque que ce ne sont que des provocations de mauvaise qualité. Le comité des résidents, non informé de ces agissements, a protesté auprès de la direction de la maison et distribué un tract dénonçant ces atteintes et appelant à la vigilance. Maintenant, c'est le retour de la manivelle et la réaction. Le pouvoir a laissé passer les choses. Hein. Bon, à cette époque-là, on était tellement fort et tellement présent que personne n'osait... Les historiens étaient clandestins. Mais maintenant, à la rentrée 1912-1913, il y a eu la revanche du pouvoir bolivien, avec la reprise du bureau du Caluget, parce qu'ils sont rentrés en vacances et donc ils avaient repris le bureau, et tentative d'expulsion du président du comité des résidents de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, avec conséquence logique son expulsion du territoire français, parce qu'il n'avait plus de raison d'être. Les autorités tunisiennes ont attendu la période de démobilisation, créée par des vacances d'été et par la rentrée universitaire, pour prendre leur revanche et opérer à Paris la répression qui leur permettait de laver l'affront de l'occupation de la maison, devenue le chef-lieu de l'opposition au régime de Bourguiba et du Dessous, alors qu'elle était toujours connue comme nous l'avons rappelé plus haut, une plateforme pour la propagande bourguibienne auprès des futurs cadres supérieurs de la nation, les futurs concepteurs, architectes et maîtres d'ouvrage de la construction et du développement de la jeune République. Les ministres et divers commis d'État en mission à Paris programmaient toujours des rencontres à la maison de Tunisie avec les étudiants tunisiens en France pour exposer la politique et les plans de développement en gestation ou en cours de réalisation, avec évidemment une touche de propagande pour le génie du combattant suprême et le bien fondé de son pouvoir personnel. Ces rencontres donnaient lieu à des échanges contradictoires et polémiques de haut niveau entre le podium représentant le pouvoir, formé souvent d'anciens des universités de la ville, des Lumières, et le parterre représentant en majorité l'opposition de gauche, venue des villes et des campagnes tunisiennes à la recherche de la maîtrise des sciences et des arts. Dans un monde où les libertés et la diversité d'opinion sont garanties. Lesquelles libertés sont royalement réprimées chez eux par ceux-là même qui occupent aujourd'hui le podium, usant de toutes leurs forces pour défendre le contraire. Ainsi, les débats se prolongeaient souvent jusqu'à l'aube et donnaient du fil à tordre aux représentants du pouvoir tunisien. Nous pouvons citer les débats échangés avec les Sayah, les Ben Salah, les Masmoudi, les Chelli, les Mzali, les Latiri et autres commis de l'État des années 50, 60, 70 et 80. Il est tout à fait certain que le changement radical de la situation de la Tunisie en février 1972, caractérisé par l'éviction du comité des résidents d'Estoria et l'élection d'un comité composé d'une majorité de militants progressistes qui soutiennent la lutte de leurs camarades à Tunis pour les mêmes idéaux de démocratie, de pluralisme politique et pour un syndicat étudiant représentatif, et ce à travers une jette libre et insoumise, ne pouvait rester sans réaction et sans une contre-attaque hautement répressive pour récupérer la citadelle tombée aux mains des jeunes opposants. La collaboration étroite et coordonnée du comité des résidents avec le Caluget, assurant
l'ouverture de la résidence pour les activités de tous les étudiants tunisiens de Paris et de France, entendre les étudiants de l'opposition démocrate. Et à de nombreux groupements de travailleurs qui échappaient au contrôle de la Fédération d'Estourienne de Paris. Cette situation avait poussé le régime à préparer sa riposte en usant de ces méthodes pratiquées à Tunis et d'user des moyens inconcevables en termes de liberté et de diversité politique et syndicale. Il avait sorti son arsenal primaire de répression, copie-collé à ce qu'on avait vu dans les cas de Simone Brahman et Ahmed Brahman et de l'étudiant Farid Benchid à Tunis, expulsé Farid Benchid à Tunis. Alors, expulsion pour Simone du territoire tunisien, levée de l'expulsion après, pour exclusion sans motif académique de toutes les facultés relevantes de l'Université de Tunis pour le cas de Farid Benchid. Comme nous l'avons exposé comme nous allons l'exposer plus loin, le gouvernement tunisien avait échoué totalement dans sa version de Paris et avait subi un affront historique pour des erreurs d'appréciation du niveau d'engagement dans la lutte pour les libertés et la démocratie des étudiants, enseignants et cadres universitaires tunisiens, et de l'existence d'un réseau maillé de qualité tissé depuis dans la société civile et auprès des partis politiques de gauche et des syndicats français. Le régime avait voulu frapper fort en octobre 1972, mais les militants tunisiens et français unis avaient réussi à faire échouer ces plans diaboliques, chers aux régimes dictatoriaux à travers le monde. Nous présentons aussi-après le contenu de l'ordonnancement et l'aboutissement des événements. À la rentrée universitaire en octobre 1972, l'administration tunisienne, représentée par le ministre des Postes et Télécommunications, avait décidé, en faisant l'usage des gros moyens pour en découdre avec le comité des résidents progressistes, et ce, par l'expulsion de France de son président Mounji Millet, et le reste de page. 25 minutes. Si je conclue, rapide. En décidant pour en découdre avec le comité des résidents, et ce, par l'expulsion de France de son président Mounji Millet, militant de gauche, membre de Perspective. Un plan diabolique avait été imaginé comprenant 4 étapes. Demande d'expulsion de Mounji Millet de l'École nationale supérieure de télécommunications. Retrait de sa qualité de résident de la zone Tunisie. Annulation de son permis de séjour, expulsion du territoire français. C'est un peu le cas de Simon Brahman. La mise en œuvre de ce plan avait consisté en ceci. Le ministère des Postes et de la Communication de l'époque, ingénieur diplômé de cette même école à laquelle était... Bon. Ensuite, son directeur général des télécommunications, lui-même diplômé de la même école, a été envoyé pour exprimer au directeur général des institutions de formation en télécommunications de France la volonté expresse du gouvernement tunisien de mettre fin à l'inscription de Mounji Millet à l'université. Vu les relations étroites entre les hauts responsables du secteur des télécoms en France et en Tunisie, le directeur général, sans consulter le conseil scientifique de l'école, avait décidé de donner une suite favorable à la demande du gouvernement tunisien. Le lendemain, le secrétaire général de l'institution avait convoqué Mounji Millet pour l'informer oralement de la mauvaise nouvelle. Il lui avait exprimé ses regrets tout en insistant que c'est la volonté du gouvernement tunisien qui a été honorée par le directeur général. Dès le lendemain, une mobilisation sans précédent et un mouvement de soutien extraordinaire inattendu a pris corps. La première réaction émanait du bureau des élèves. C'est la corpo de l'école. Bon, du bureau des élèves de l'école qui avait exprimé sa solidarité avec leurs camarades tunisiens et avait décidé une grève générale de soutien du jamais vu dans l'histoire des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Jamais. Aucune école, depuis Napoléon, qui a créé. Alors, la grève a été annoncée par France Inter le lendemain dans le bulletin de 8 heures. Il élu l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris observe une grève en signe de solidarité avec leurs collègues tunisiens
exclu de l'école à la demande du gouvernement de son pays. C'est vrai. Là, je vais écouter alors, le ministre français des Postes et Télécommunications est intervenu en tant que tutelle de l'NST et en tant que candidat aux élections législatives sur la circonscription du 13e arrondissement de Paris, où se trouvent les bâtiments de l'école. Il a exigé clairement du conseil scientifique de l'école d'éviter des problèmes dans sa circonscription électorale et la résolution de l'affaire de l'élève tunisien dans les plus brefs délais. Une mobilisation de soutien à une large échelle a été vite organisée par le CALUNES et par des organes de militants dans les universités de Vincennes, Jussieu, Sensé, Ossé et Nanterre. Une délégation était constituée afin de rencontrer le directeur général de l'école pour protester contre la mesure répressive illégale et exiger la réintégration de l'élève tunisien afin qu'il puisse poursuivre ses études dans des conditions... Voilà ce qu'il reste. On le laisse, mais à la charte, la direction composée, plutôt, la délégation composée d'une cinquantaine de membres. La délégation composée d'une cinquantaine de membres représentants, étudiants, chercheurs, enseignants et techniciens supérieurs, à laquelle s'étaient joints des représentants des principaux syndicats d'étudiants et de travailleurs en France, l'Union nationale des étudiants de France, UNEF, la Confédération française des travailleurs, CFDT, et la Confédération générale du travail, CGT, avaient été reçus par le directeur des études. Le directeur général avait un autre engagement signé. Après des échanges de rigueur avec le directeur des études, celui-ci avait promis à la délégation qu'une décision sera prise par le directeur général incessamment. Le lendemain, la décision de réintégration a été communiquée à l'élève Mondjibile, une victoire pour le mouvement étudiant de février 1912 et un échec cuisant pour le régime destourien, adepte de la répression et la négation des droits de l'homme, notamment droits d'opinion, d'éducation et de formation. Merci beaucoup.